Bonsoir et bienvenue dans votre émission L'invité de la semaine. Ce soir, nous recevons un invité pas comme les autres, Monsieur Issa Kaoundjim, le président de l'Appel citoyen pour la réussite de la transition ACRT Faso Kawele, un parti politique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est avec un immense plaisir. Alors, Monsieur Issa Kaoundjim, quel est aujourd'hui votre état d'esprit? Est-ce que vous êtes à l'aise dans ce pays? Je me mentirais à moi-même, étant malien, sachant bien que mon peuple traverse un moment très difficile, souffre le martyre. Quand vous regardez aujourd'hui, ce n'est pas propre seulement à la capitale, surtout les régions du nord, que je suis très solidaire de la situation qui se vit dans cette zone, d'insécurité généralisée, pour ne pas dire doublée aussi, des problèmes économiques avec leurs conséquences corollaires et sociales. Il est inadmissible aujourd'hui d'un Malien de dire qu'il se porte mieux, sinon ce serait vraiment nier l'évidence. Je pense qu'en tant que leader politique, nous pensons aujourd'hui qu'il faut revenir à la raison. Et la raison, c'est vraiment revenir à l'ordre constitutionnel démocratique pour que le pays puisse vraiment se réconcilier avec le monde. Mais Issa Kaoundjim, vous avez souhaité cette transition. Sentiment de fierté ou sentiment de regret, on va dire? Ni l'un ni deux. Vous savez, la politique, ce n'est pas de la mathématique. Donc, nous avons estimé, quand nous étions Troïka, qui par fini est devenu M5, parce qu'à l'origine, c'est la CEMAS dissoute aujourd'hui, plus FSD, qui était l'opposition légale qu'avait accepté le président Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, et MK Malikoura. Donc on a mutualisé nos efforts pour demander, à travers un mémorandum, une sortie qui est devenue historique le 5 juin, pour demander la démission du président et tout son régime pour qu'on puisse réussir une transition démocratique qui était consécutive à des situations qu'il faut peut-être rappeler. Qu'avant la création du M5, les Maliens vivaient un certain nombre de problèmes qui étaient d'abord l'insécurité et les attaques qui étaient perpétuées dans le centre et le nord. Et l'État avait consenti d'énormes sacrifices pour aider, à travers un programme, l'État et l'armée de trouver des moyens pour mieux défendre et sécuriser les Maliens. Et il y a eu des détournements à l'intérieur de ce fonds. Et puis ensuite, il y avait aussi le problème de la santé. Les enseignants étaient dans leur demande de droit, qui était l'article 39, qui n'arrivait pas à être payé. Il y avait aussi les magistrats qui grévaient. Il y avait les corps de la santé aussi étaient en grève. Il y avait le problème de l'INA. J'en passe. Donc il y avait la police, sans le plus qui était difficile pour les hommes politiques, c'était les élections à la députation qui a été un fiasco. Et donc tout cela a amené les peuples dans leur grande majorité à croire et à soutenir ce que le M5 demandait à son temps, la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta et son gouvernement. Et donc c'était justifié, pas dans une logique de casser les pays, mais on revendiquait démocratiquement dans un système démocratique. Est-ce qu'il y a une troïka en gestation en ce moment parce que là, vous dites que vous n'êtes pas très fier, en tout cas, de cette transition. Non, je n'ai pas dit pas fier. J'ai dit se mentir à soi veut dire quoi? Une transition est censée faire le ménage et puis aller à l'ordre constitutionnel. C'était quoi le problème? Le problème d'abord, c'était les massacres au centre, au nord. Et sur cette question, l'armée a fait ce qu'elle a pu, elle continue de se battre. Nous soutenons, nous encourageons l'armée, parce qu'on ne peut pas asseoir une démocratie, un pays qui veut de la respectabilité si elle n'a pas une armée qui peut défendre ses institutions et puis les citoyens. Donc sur ce côté, je pense que d'énormes sacrifices ont été consentis et que le peuple aussi l'a apprécié. Mais concomitamment, il y a eu, de mon point de vue, des déviances, parce que aujourd'hui le Mali est isolé diplomatiquement, quoi que l'on dise. Regardez tous les pays voisins qui nous entourent. On n'a pas un pays, sauf ceux qui se sont mis ensemble dans un esprit conjoncturel de putsch. Se sont mis ensemble, si en dehors de ces trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger, qui ont la même situation conjoncturelle de putsch, on n'a pas de meilleures relations avec les autres voisins. Alors que nos voisins vitaux économiquement, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal. Donc, si aujourd'hui, même un autre qui a fait un coup d'État, c'est pris ses distances, je parle de la Guinée. Donc aujourd'hui, est-ce que face à cette situation, un pays qui fait frontière avec 7 pays,
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, cette situation est reluisante? Je ne pense pas. Donc, pour moi, cet isolement diplomatique nous pose beaucoup de problèmes. Donc, il faut aller... Nous, on s'est battu pour qu'il y ait une transition démocratique. C'était vraiment revoir un certain nombre de choses, qu'il y ait des élections transparentes, essayer aussi qu'il y ait une meilleure gouvernance et que l'armée puisse véritablement jouer son rôle de sécuriser et de défendre le territoire. Alors, si on fait un constat, je pense que c'est vraiment mitigé. Voilà, si on regarde ce qu'on vient d'entendre, quand même la situation sécuritaire, elle est à saluer. Est-ce qu'on peut dire que si c'était à refaire, est-ce que le combat au Saint-Biensin, par exemple, est-ce que si c'était à refaire aujourd'hui, vous allez le refaire? Ben si, parce que d'abord, tous les Maliens sont fiers de dire que Kidal est libéré. Tous les Maliens sont unanimes de dire que l'armée se bat, elle ne décroche pas. Tous les Maliens sont résilients à reconnaître qu'il y a eu des efforts dans ce sens. S'il n'y avait pas cette lutte-là, est-ce qu'on allait parler que le Mali est sur l'ensemble de son territoire? On n'allait pas parler. Donc c'est un acquis indéniable. Donc ne serait-ce que ça, c'est vraiment une raison. Maintenant, là où le bas blesse, c'est que nous avons dit, il ne faut pas croire que les succès militaires, on peut dormir sur ses lauriers. Non. Il faut aller au-delà. Est-ce que la transition ne reconnaît pas cela? Est-ce que la transition n'est pas consciente de non, elle est sortie de, comme on dit, le marin, la mer est sortie de son lit. C'est-à-dire que ce n'est pas là la question. L'armée, c'est nous tous. Personne ne peut dire qu'un politique ou un citoyen contre l'armée. L'armée, c'est nous-mêmes. Donc, nous, notre soutien à l'armée est total. Mais est-ce que l'armée et les politiques ou bien les militaires au pouvoir, il faut dissocier? Parce que ceux qui parlent aujourd'hui, au don de la transition, on n'est pas dans une transition, on est dans un régime militaire. Voyez-vous, ça fait 4 ans. Et le mandat légal au Nigeria, c'est 4 ans. Aux États-Unis, c'est 4 ans. Donc on n'est pas dans une transition. Parce que rien ne justifie aujourd'hui le maintien de ces militaires au pouvoir. Alors, si on s'est battu, c'est pour qu'il y ait une meilleure gouvernance. Est-ce que les élections sont faisables partout sur le territoire malien? On a fait des élections même quand Kidal était dans une situation ni guerre ni paix. Alors aujourd'hui, on est fiers de dire que même si la démarche utilisée, j'ai des réserves, mais Kidal quand même est sous contrôle effectif de l'armée malienne, donc de l'administration. Donc on ne peut pas parler de pourquoi ne pas faire les élections. Les partis politiques qui sont censés réclamer cela vous savez, on prend le parti Adema, le parti l'URD, entre autres, en tout cas les grosses pointures. Oui, les grosses pointures des dernières législatives, parce qu'aujourd'hui on ne sait plus qui est grosse pointure, hein, parce que voilà, il y a un cheval de Troie. Moi je pense que je sais qu'il est important pour répondre les 2 questions à la fois, parce qu'il y a une question qui vous a posée que je n'ai pas pu terminer. Et vous avez relancé, parce qu'il faut parler des élections, on a fait le référendum. On nous a imposé une constitution ici, à pas forcer, alors que ça trouvait que Kidal n'était même pas libéré. Comment peut-on nous dire aujourd'hui qu'on ne peut pas faire des élections? C'est-à-dire que la question des élections, pour les militaires, c'est pas leur sens des élections, c'est comment plébisciter l'actuel président. De fait, c'est tout. Sinon, si c'est pour faire des élections, ils ont parlé de léger report. Donc c'est technique. Et on pouvait donner même la date. Et ça, on n'en parle plus. Je pense que ce n'est pas une question d'élection, c'est comment garder le pouvoir. Sinon, si on veut faire des élections, ces prises de position contre la CEDEAO pour justifier leur retrait n'était pas approprié. On peut dire on n'est pas d'accord, suspendre ses participations à la CEDEAO jusqu'à ce qu'un certain nombre de problèmes soient réglés, était une démarche diplomatiquement correcte. Mais si les pushistes se mettent ensemble pour dire qu'ils ne sont plus dans la CEDEAO et qu'ils créent une organisation... L'intégration des États sahéliens, c'est... Non, ce n'est pas une intégration, c'est l'intégration des pushistes. Le Niger, le Mali... Mais ils sont tous des pushistes, ils ont tous pris le pouvoir par la force. Il n'y a pas d'autre mot, en tout cas la langue de Molière. Peut-être que la démocratie a échoué. Mais est-ce que le coup d'État aurait réussi en Afrique? On connaît les anciens pushistes, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Les EADEMA, les Idi Amin Dada, tous ces gens, sans compter les Blaise, etc., etc. Mais il y a eu des pushistes en Afrique, même nous ici, Moussa Traoré.
Et ça a avancé, ça n'a pas fait avancer ces pays-là. Il n'y a pas de meilleur système, mais la démocratie, c'est le meilleur système parce que permet de demander la bonne gouvernance, permet au peuple de choisir librement leurs dirigeants, permet le débat de fond, le débat démocratique, et le peuple est souverain, donc le peuple doit être édifié. Il n'y a pas de débat de fond aujourd'hui au Mali. Mais qui ose le faire? Sinon, c'est le cybercriminalité pour aller en prison. On essaie de parler subtilement tant qu'on peut. Bien qu'on peut. Voilà, c'est tout. Alors, vous êtes membre fondateur de la CEMAS, de l'imam Mahmoud Dicko. Quelle appréciation faites-vous aujourd'hui de sa dissolution? Bon, vous savez, quand vous avez des militaires qui sont venus par la force, ils pensent que tout se règle par la force. Voilà, parce que la diplomatie jure avec leurs méthodes. Vous savez, la CEMAS, je suis le membre fondateur, les statuts, les règlements, je connais comme le bout de mes doigts. Alors, dans le texte de la CEMAS, le nom de l'imam ne figure pas. C'est des hommes, des femmes qui ont cru le combat qu'il a mené pendant des décennies et qui disent que nous allons faire la politique à l'image de ce qu'il a apporté à ce pays-là. Entre autres, je peux en citer, vous savez, les gens se proclament le Modibo Keïta, d'autres même revendiquent Moussa Traoré, y compris l'actuel Premier ministre. Il y avait des qui se réclament de Kwame Nkrumah comme panafricaniste, de Sékou Touré, et d'autres là, ils sont jusqu'à aller à des idéologies relatées de Poutine. Bon, maintenant, l'imam Dicko a été pendant 11 ans président du Haut Conseil islamique du Mali. Il a été une figure importante de l'AMIPI, qui était la première organisation islamique du Mali. Il a été directeur de radio islamique, mais c'est l'homme aussi qui a permis à la communauté musulmane de contester le code de personnes et familles sous Amadou Toumani Touré en 2018, si ma mémoire est bonne. C'est lui-même aussi qui a fait libérer des milliers de nos militaires qui étaient sous la captivité des Yad. Alors cet homme-là aussi, avec d'autres leaders, notamment le cardinal Zanzerbo, l'actuel président du Haut Conseil, Cheikh Ousmane Mané Aidara, et certains membres de la société civile, allaient à l'Union européenne pour dire qu'au Mali, il n'y a pas de l'islamisme aveugle, il n'y a pas la terreur, nous vivons dans un État laïque où les musulmans, les chrétiens et autres croyants de territoire vivent en harmonie et qu'il n'y a aucune difficulté. Donc ceux qui viennent veulent nous imposer leur charia là, nous sommes des musulmans et que nous vivons vraiment avec nos frères chrétiens et autres. Et c'était ça aussi sous le leadership de l'imam Dicko. Et c'est l'imam Dicko aussi qui est sorti le 10 février au stade du 26 mars pour dire que non à l'enseignement de la sexualité complète. C'est l'imam Dicko le 5 avril, bien avant qu'il y ait la CEMAS, bien avant qu'il y ait le M5 pour dire que les massacres de Oussagou, il n'est pas d'accord. Les autres pays sont en train de manifester leur solidarité au peuple malien, comment nous pouvons rester indifférents, qui a mobilisé le peuple pour aller dire que non, nous soutenons les populations de Oussagou et nous dénonçons ces massacres-là. Voilà, entre autres, ce que l'homme a pu mener pour son pays et qui est aussi fait partie pour l'équivalent, c'est-à-dire que le Sénat islamique, c'est pour que vous puissiez comprendre, c'est-à-dire que tous les éléments du monde, il est parmi les 3 Africains, il est le seul Malien, il est parmi les 3 Africains dans cette grande assemblée qui décide, en tout cas, et qui fait des fatwas, les jurisprudences pour l'islam mondial. Et c'est ce même imam Dicko aussi qui, chaque fois, quand M5 il a eu des prises de position un peu excessives, qui était un peu le régulateur, qui était appelé l'autorité morale. Et donc son rôle a été extrêmement important pour que cette transition même elle soit. Donc moi je pense que c'est pas surprenant qu'on dit que la révolution bouffe ses propres enfants. Ouais. Donc pour moi, je ne parle pas de regret, je parle plutôt... D'avoir quitté à un moment donné pour soutenir la transition. J'arrive. Nul n'est parfait. J'ai parlé le parcours et puis l'itinéraire et puis le contexte dans lequel on a créé la CEMAS pour dire que c'était des coordinations, des mouvements stations. Parce que, pourquoi? Il y en a qui aiment l'imam Dicko, apprécient ses prises de position, ne sont pas dans des tasses religieuses, d'autres aussi ne sont pas dans la tasse politique. Donc il fallait fédérer en synergie tous ceux qui se reconnaissaient à son leadership pour en faire un outil politique. Et je pense toute cette sensibilité, ouais. Voilà, donc ça a été important pour créer le M5, pour arriver vraiment à la situation qu'on peut apprécier. Ceux qui pensent aujourd'hui qu'il faut dissoudre la CEMAS parce qu'ils ont le pouvoir militaire, ils sont là par la force.
ben, si on devrait dissoudre pour dissoudre, je pense que ce ne serait pas une bonne jurisprudence parce qu'il ne faut pas jouer dans la cour des vainqueurs par la force. Je pense qu'on aurait dû tout simplement, s'il y avait des faits avérés, hein, la loi doit s'appliquer à tout le monde, mais ce qui a été dit au Conseil des ministres, ce n'est que vraiment, de mon point de vue, de position politique, parce qu'il estime qu'il est en Algérie, et bon, voilà, les raisons qui font qu'il est là-bas, je ne vais pas commenter davantage. Ça va beaucoup mieux, mais ça n'a rien à voir avec la CEMAS. Ça n'a rien à voir avec la CEMAS. Je pense qu'il ne faut pas faire une punition collective. Et ça, je pense que... Vous avez espoir qu'il rentre bientôt? Bon, moi, je pense que ces questions, je considère ça comme personnel, mais je pense que nous prenons acte et nous suivons l'évolution de la situation. Ok. Alors, le M5 RFP dont on parle tout de suite, il est très très malade, mais vivant quand même. Comme vous l'avez dit, il est mort de sa belle mort. Est-ce qu'il vit encore? On le voit. Mais je ne peux pas dire que le M5 est mort de sa belle mort et dire qu'il est vivant encore. Moi, je pense que ce qu'on a vu passer les semaines passées, je pense que c'était désolant. Je pense que celui qui a la primature, ou que ce soit Maître Muntagatal ou d'autres personnalités, c'est des figures quand même de la lutte politique qui ont eu à jouer des rôles institutionnels. C'est vraiment, je pense que si on peut gérer ces désaccords par des voies politiques, par des attaques personnelles, je pense que il faut qu'on avance parce que de toutes les façons... De la hauteur. Oui, bon, je ne vais pas dire ça, c'est un peu péjoratif. Je dirais tout simplement que le M5 a vécu, bon, il est mort, on aurait dû l'enterrer dignement, malheureusement ils ont refusé. Vous confirmez encore sa mort? Non, mais c'est plus que mort, on évite seulement la décomposition du cadavre, c'est tout. L'aménagement est parti, le Mali a définitivement quitté la CEDEAO. Kaoudjim est toujours malien, il est toujours là au Mali. Vous savez, les gens, la politique c'est de l'art, c'est pas, je le disais à l'entame de mes propos, c'est pas de la mathématique. Voilà, en politique, il faut être flexible, mais il faut avoir le sens de diversion. Voilà, c'est de la diversion, vous dites J'ai dit les deux à la fois. Il faut être flexible, il faut avoir le sens de diversion. Qui aurait souhaité que cette transition allait nous emballer jusqu'à 4 ans? Qui aurait cru qu'on allait se retrouver dans l'AES? Qui aurait cru qu'on allait parler de sortie de la CEDEAO? Donc il faut s'adapter, être réaliste. Pour moi, on peut dire tout ce qu'on veut. Moi, je suis convaincu que le Mali va revenir dans ces institutions d'une façon ou d'une autre. Parce que vous regardez l'histoire... Il y a un dialogue en vue. Non, ils n'ont même pas le choix. Ça dit, le problème n'est pas... Vous confondez les hommes qui prennent une décision et l'État éternel. C'est Modibo Keïta qui, quand il a échoué sa vétération avec Senghor, est venu créer le franc malien, qui a été un échec. Il a été obligé de négocier la convertibilité de franc Mali pour qu'il soit garanti par la même France. Ensuite, il a demandé à réintégrer le CFA. La France a dit niet. Moussa Traoré est venu, c'est vers les années 86, comme ça, si j'ai bonne, 4 ou 8, 6, je veux dire, a pu négocier le retour du Mali au franc CFA. Donc, du coup, le Premier ministre Choguel disait que c'est plutôt Modibo Keïta, c'était déjà en cours le retour dans le CFA. Bon, vous savez, quand lui à sa place, si on parle, on nous met en prison. Moi, je pense que si on est seul à parler, on peut dire tout ce qu'on veut, puisqu'on ne peut pas lui porter la contradiction. C'est trop facile. Le franc CFA, mais les faits sont... Un scoop à nous donner aujourd'hui, si le Mali quitte le franc CFA. Mais le Mali ne peut même pas sortir de lui. Non, c'est-à-dire, pour moi, c'est des jeux de diversion. Quitter le franc CFA veut dire quoi? Pour aller où? Parce créer une monnaie commune. Non, mais les putschistes ne peuvent pas créer une monnaie commune. Vous savez, ils n'ont pas... Ce n'est pas une intégration économique, politique fiable. Vous regardez ces 3 pays. Si le Burkina, lui qui est là, le capitaine, mais il a fait le coup d'État à le colonel Daniba qui était là. Alors, s'il y a un autre putsch là-bas, mais c'est tombé. Le Niger, pareil. Alors, donc, je me garde de parler de chez moi pour ne pas aller en prison. Donc, vous arrêtez là. Ça, c'est, moi, je pense, ils n'ont que une volonté commune, c'est comment résister et garder le pouvoir. Parce que cette alliance-là n'a pas un projet économique fiable. Cette alliance va s'adosser sur quelle institution internationale
et pour faire valoir, ou bien pour que sa monnaie soit crédible, ou que sa monnaie soit garantie. Parce que la monnaie, ce n'est pas un discours à l'Assemblée des Nations Unies. La monnaie a besoin de fiabilité, la monnaie a besoin de convertibilité, la monnaie a besoin aussi de garantie, pas garantie en termes de son économie, de la stabilité politique. Je vous prends juste un exemple. Vous regardez la Limois quand vous parlez de franc CFA. On peut ne pas être d'accord ou d'accord, mais est-ce qu'on peut trouver mieux que le CFA? Peut-être changer le nom parce qu'on a le complexe de l'ex-colonie qui est colonisateur, qui est la France. Mais non, on ne peut jamais se départir de la France. Parce que d'abord, la matière grise, qui est nos intellectuels sont formés en français, du système français. La Constitution, c'est à l'image de la France. Les lois organiques, c'est à l'image de la France. Les décrets, les lois, tout c'est à l'image de la France. Même la formation de nos magistrats, de nos médecins, de nos agronomes, tout ça, c'est le système français. Donc, dire que je sors de la France, c'est un faux débat. Sur ce même plateau, Modibo Mamakolo avait dit, par exemple, que la Guinée, la stratégie que la Guinée avait eue, c'était de se baser sur l'or et sur le dollar. Est-ce que nous... Mais vous dites le dollar? Le dollar, c'est pas pour la Guinée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas changer de maître. Le dollar, c'est pour les Américains. Parce que vous avez, tout ce que vous avez besoin de devises. Si votre monnaie n'est pas convertie, vous avez besoin de devises. Et ces devises aujourd'hui, que vous le voulez ou pas, c'est l'euro ou le dollar. Pas plus. Personne ne va aller chercher du rouble. Donc moi, je pense que vous regardez la zone CFA. Il faut travailler, être vraiment dans une posture de développer son économie, de diversifier son économie, d'avoir un système politique stable pour qu'il y ait des investisseurs et des investissements. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle seule détient 40% de la masse monétaire, suivi du Sénégal de moins de 20%. Mais le Mali qui était troisième aujourd'hui a été déclassé par le Bénin, un petit pays, un bout de terre. Parce qu'on est là à nous dire qu'on n'est pas pauvre, mais on est pauvre. Quand vous avez un pays où nous sommes pratiquement les derniers, c'est les 3 pays pushistes qui sont les derniers de la classe en termes de produits intérieurs. Ça, c'est un. De 2, quand vous allez voir le niveau d'éducation, qui est l'indicateur. Aujourd'hui, pratiquement, on ne connaît même plus combien d'enfants vont à l'école dans ces espaces-là. Lié à beaucoup de facteurs, on peut parler d'insécurité, mais pas seulement l'insécurité. La régression même de l'économie. Et quand vous regardez tous ces facteurs aujourd'hui, on va trouver quelle alternative? Parce qu'un pays qui ne se développe pas, mais recule. Quand ça recule, ça crée d'autres problèmes. Donc, ici qu'ils partagent en commun, où on est d'accord. Sur le changement de code minier, les ressources. Non, ça c'est des théories. Vous savez, minières, écoutez, nous, on a quand vous dites que 30% va revenir aux nationaux, mais ces nationaux sont obligés de chercher des partenaires de l'extérieur. Parce que la technologie, la maîtrise, et la commercialisation de ces ressources-là, c'est les autres, c'est pas nous. Nous, on ne peut rien transformer ici pour en faire quoi? On ne fait pas de batteries, on ne fait pas des avions, on ne fait pas des chars, on ne fait pas de véhicules, on ne fait pas des ordinateurs. Nous, on ne fabrique même pas de lames. Même les stylos, ça vient d'ailleurs. Les stylos pour écrire, on n'en a pas. Alors, mais avec ça, comment on peut être aussi... Je ne veux pas dire ça pour ne pas me retrouver en prison encore. Moi, je pense que ça sont gardés raison. Le développement, c'est un ensemble, c'est un tout. Alors, le développement, c'est aussi accepter d'être malien. Vous dites quand même que si jamais on quitte le pays Mali est chassé, vous renoncez à votre nationalité. Est-ce que le pays Mali est parti? En tout cas, est-ce que c'est une diversion? Raison de plus que moi, j'essaie d'attirer l'attention de l'opinion pour que les gens... Parce que ce que cette transition a réussi, c'est 2 choses. La première chose qui est louable et salutaire, c'est vraiment aider le Mali à trouver l'autonomie pour défendre le pays. Ça, on est d'accord avec cette démarche de doter l'armée de tous les moyens pour que le Mali reste indivisible. Mais la deuxième chose, c'est une bande de propagandistes sur les réseaux sociaux qu'on sait aussi que c'est le système poutinien. C'est pour ça que la loi sur la cybercriminalité... Non, mais c'est fait pour nous traquer. C'est fait pour nous traquer. Moi, je comprends, nous, on n'est pas des badauds, on n'insulte pas les gens. Mais quand on dit que vous ne pouvez pas critiquer l'État... On a vu le soutien de la transition. Non, écoutez, vous savez, vous ne voyez aucun soutien de la transition qui est parti en prison pour des questions de soutien à la transition. Peut-être que c'est des insultes de personnes, donc pour ne pas que ça soit flagrant, on les prend pour 1 ou 2 mois et puis on les relâche.
Donc moi, la question n'est pas là. La question, c'est que les réseaux sociaux doivent servir à éduquer, à informer, à sensibiliser et à apporter de bonnes communications. Parce que les réseaux sociaux, quand même, ces propagandistes ont aidé le M5. Non, nous, on était le relais de l'information, qui est différent de ce qui se passe aujourd'hui. On vous insulte mère et père, on vous calomnie, on dit des bêtises sur vous, vous m'excusez l'expression, mais vous ne pouvez pas passer votre temps à les répondre parce que ce n'est pas eux qui gèrent l'État. Mais ceux qui gèrent l'État sont d'accord avec eux. Mais ils vont vous dire apportez la preuve. Parce qu'on va dire, on va utiliser encore la justice pour dire que quelle preuve vous avez. Vous n'en avez pas. Mais on sait que, comme disait... Avec la vidéo, non, on sait comment ça se passe. Quand vous donnez des bouts d'informations à quelqu'un pour dire certaines choses, on ne va pas nous rabaisser. Maintenant, moi je pense que ce qui est important, qui intéresse vos téléspectateurs, c'est les questions du Mali. Alors, être malien, pour moi, c'est ce qu'on peut apporter au Mali. Et non ce qu'on peut penser de ce qu'il dit. Vous blaguez quand vous Je ne blague pas, je ne blague pas. C'est un défi qui est là. Est-ce que Mali peut sortir du pays Mali? Le pays Mali est là, fait vivre combien de personnes? Alors que ces images-là viennent de la France. Parce que là, moi je comprends leur logique. Il s'agit de dénigrer la France pour faire asseoir, c'est-à-dire que faire croire à l'opinion que tout le malheur, c'était ça aussi le système de pensée unique. Tous les régimes frélatés pro-soviétiques là, c'est comme ça. Et ça, le développement, c'est aussi la paix. Le dialogue intermalien aujourd'hui instauré, est-ce que vous pensez que c'est un nouvel espoir pour Non, la paix ce n'est rien d'autre que pour finaliser comment les militaires vont garder le pouvoir, c'est tout. Le dialogue ne va pas Mais au moment où on parle de dialogue, on ne va pas dissoudre la IEM, on ne va pas dissoudre la CMAS, on ne va pas dissoudre des partis politiques qui leurs leaders sont en exil, d'autres sont convoqués pour être dissous. Non, moi je pense qu'il faut qu'on puisse parler pas en vainqueur, parce qu'on a le pouvoir, on a la force. Alors, où vous nous suivez, où nous allons vous obliger alors, à nous suivre d'une façon ou d'une autre, ça c'est le retour à la dictature. Et ça ne peut pas marcher parce que l'ère de la dictature ne peut pas marcher au Mali pour des raisons, je vais vous dire. Vous savez, quand vous regardez ceux qui veulent aller à l'école de la dictature de Poutine ou d'autres Nord-Coréens... Poutine vient d'être réélu. Oui, mais au moins il fait élection chez lui, quoi que l'on dise. Maintenant, pourquoi il refuse? Poutine n'a pas pris le pouvoir par les armes, quoi que l'on dise. C'est Yeltsin qui l'a succédé, donc ce n'est pas le problème. Le problème chez nous ici, la constitution est claire. Et même ce qu'ils nous ont imposé... Donc ils peuvent s'inspirer de Poutine? Non, pas s'inspirer. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas de l'amalgame. Des élections? Non, là, écoutez, ne confondez pas des choses. Si nous pouvons avoir des coopérations militaires avec la Russie pour sauver notre pays militairement, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'elle a une réponse économique? Non, Poutine n'est pas une réponse économique. Est-ce qu'elle a une réponse démocratique? Non, elle n'a que... Poutine règle des comptes par procuration. Parce qu'il est en difficulté avec les Occidentaux. Il veut asseoir son influence en Afrique. Mais non, vous savez, si on ne fait pas des élections, vous créez une jurisprudence, vous prenez le pouvoir par la force. Quelle est la garantie que vous pouvez conserver ce pouvoir? Si quelqu'un aussi, par la force, a envie de ce pouvoir. Vous regardez le Soudan. Il y a eu les opposants au régime contre Bachir sont sortis pour demander des élections, pour exiger des élections. Qu'est-ce qui s'est passé? Les militaires ont profité, ils ont fait un coup d'État. Ils ont mis un civil à la tête de la primature, voilà, ils ont trouvé un accord pour aller aux élections. Entre-temps, ils ont confisqué le pouvoir. Et les deux clans, les Janjaouites et l'autre là, qu'est-ce qu'ils sont en train? Ils ont cassé maintenant le Soudan. Ils ont cassé le Soudan, alors que le Soudan était cassé une première fois. On a créé le Soudan du Sud. C'est le reste du Soudan maintenant qui est cassé maintenant en deux. Et ça, ce n'est pas les démocrates, c'est les militaires. Parce que le problème, c'est que si vous n'avez pas d'institutions républicaines, si les institutions ne sont pas fortes, mais ce serait le rapport de force. Et ça, ce n'est pas bon pour des pays en voie de développement, des pays fragiles, des pays enclavés, des pays qui ont besoin de tout, comme des pays comme le Niger, le Burkina et le Mali. Donc moi, je pense que la démocratie, c'est pas parfaite. Elle peut être améliorée, elle doit être améliorée, mais est-ce que prendre le pouvoir par la force est la solution? Aujourd'hui, est-ce que vous voulez symboliser la démocratie au Mali en devenant, par exemple, leader de l'opposition, en rassemblant l'opposition aujourd'hui? Non, ce serait fragilisé, qui est divisé. C'est très prétentieux de ma part. Mais ce que je crois, je pense qu'aujourd'hui, les hommes politiques qui croient à la démocratie, nous devons faire violence sur nous-mêmes, de gérer, de taire nos différences et
de nous concerter quelle réponse il faut par rapport à ce régime militaire qui veut s'imposer par la force. Parce qu'il faut l'argument, pas l'argument de la force, mais il faut l'argument de la conviction. C'est-à-dire qu'il faut argumenter, pas par la violence, qu'elle soit politique, qu'elle soit autre forme, mais il faut l'argument de la force. Ce n'est pas une solution, mais force de l'argument. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, les Maliens, majoritairement, ne comprennent pas les enjeux parce qu'ils n'arrivent pas à déchiffrer les raisons qui font marcher les institutions. On va dire que tous les problèmes, c'est la France, la solution, c'est la Russie. Mais ce schéma-là aussi est bloqué aujourd'hui. La preuve que l'obscurité, que moi je n'appelle plus de délastage, c'est-à-dire que coupure de courant, ce n'est plus du délestage. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se rédier, on peut se réjouir, l'économie est en train de disparaître, hein? Les jeunes n'ont pas d'emploi, et pour toute réponse, c'est des dissolutions, ça et là. Tous ceux qui essaient de contester, votre parti est dissous, votre association est dissous. Quel conseil donnez-vous aux autorités de la transition? Je n'ai pas de conseils à leur donner parce que moi, j'étais membre de cet institut, de ces institutions. J'étais parti dirigeant, j'étais 4e vice-président du CNT avant d'être chassé et mis en prison. Donc, et même ils savent que les enjeux, c'est qu'aujourd'hui, il faut trouver la voie de sortie de la crise. Parce qu'ils se sont mis dans une situation où, s'ils continuent comme ça, où allons-nous? Où allons-nous? On ne veut pas de la démocratie. Certains ont mal fait, mais ils ne vont pas mieux. Parce que 4 ans aujourd'hui, si vous faites le bilan, le pays ne se porte pas bien. Et regardez ce qui se passe à Gao, que j'ai vraiment un coup de cœur pour eux. Pendant 10 jours, il n'y a pas d'électricité. Le pays, et que nous condamnons d'ailleurs les attaques terroristes, mais le pays est dans une situation terrible. Alors, à travers le septentrion, mais le Sud aussi est en train de souffrir économiquement. Donc, si on continue... Le président a pris des engagements par rapport à cette situation. Est-ce que vous croyez... Nous avons peur d'aller... Assimi Goïta, moi, j'ai été le premier à dire qu'il est patriote, qu'il est imperturbable. Je ne me suis pas trompé, mais vous savez, quand... Il est toujours imperturbable. Non, j'arrive. Quand on devient un homme politique, la casquette militaire, avec les raisons politiques... Est-ce qu'il est devenu un homme politique? Mais il est, quand on est chef de transition, c'est le premier patron de l'État, c'est le premier de toutes les institutions, et au-delà de ça, c'est le premier animateur de la vie politique. Donc, quelle casquette il a aujourd'hui, ce n'est pas politique. Donc, qui que vous soyez, si vous portez casquette politique, vous êtes obligé de tenir plusieurs discours. Alors, mais si nous, on le dit, on va en prison. Est-ce que vous avez peur de la prison? Tout le monde a peur de la prison parce que pourquoi? Ça détruit. Ça vous, psychologiquement, ça vous détruit. Vous avez dit que vous avez passé un moment avec, par exemple, l'ancien Premier ministre Soumelou Bemega, avec qui vous avez appris des choses auprès de lui. Vous avez fait un témoignage par rapport à cette situation, que ce n'est pas vraiment le corps, le physique qui est le plus important aujourd'hui. Ce qui reste derrière toi, c'est ce qui est important en termes d'esprit. Est-ce que vous soutenez, parce que ce jeudi, 21 mars 2024, ça va faire 2 ans qu'il a quitté ce mois? D'abord, avant de répondre, je prie le tout miséricordieux, on est en mois de Ramadan, pour que Dieu vraiment lui accorde vraiment la paix éternelle, le paradis, comme tous les musulmans d'ailleurs. Soumelou Boubé Maïga, c'est vrai, nous avons été adversaires à un moment donné, ou même si j'étais dans l'autre côté, mais j'ai découvert un homme, une autre facette. C'est un homme d'État, personne ne peut le contester. C'est l'un aussi des animateurs, c'est l'homme qui a pu dire à Moussa Traoré, la balle était dans son camp. Donc, qui a été aussi un grand sportif du SOB basket, et puis qui est un grand journaliste, mais qui de toute sa vie a dédié à la politique pour la démocratie. Et c'est vrai que quand on gère l'État, les raisons d'État sont des raisons d'État, qu'on peut être d'accord, ne pas être d'accord, mais l'immensité de l'homme politique et surtout son sens élevé, malgré qu'on était dans des situations difficiles au MCA, mais il est resté digne. Il est resté digne et chaque matin, je le saluais, monsieur le Premier ministre, ça va? Il dit oui, ça va, on fait. Et comme vous avez dit, on peut me prendre mon corps, mais mon esprit va rester intact parce que le combat va continuer et il faut rester vraiment solide. Je pense qu'on lui a tout pris, mais on n'a pas pu lui prendre l'essentiel. Les idées qu'il avait, les idées qu'il a défendues,
Et je pense qu'en prenant du recul, je pense que Soumaïla Boubèye Maïga est une école qu'on peut s'inspirer. Tout n'est pas parfait, mais je pense qu'en homme, il y a eu beaucoup de choses aujourd'hui qu'il faut essayer de réintégrer parce que tout ce qu'on peut dire, notre salut, c'est notre capacité à résister, mais notre salut aussi, c'est de défendre les acquis démocratiques. Et je pense aujourd'hui, si je devrais revoir mes discours, il y a certaines choses que j'avais dit à son temps, je ne vais pas revenir sur ça, ce n'est pas me régner, mais vous savez, la grandeur aussi, c'est de reconnaître souvent ses erreurs et de mieux avancer. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons faire chemin, puisque Soumaïla est parti, mais son parti, l'ASMA, est là. Et ceux qui sont là aujourd'hui animent très bien ce parti. Je pense qu'avec d'autres démocrates, ce qui est important, pacifiquement, mais démocratiquement, de faire face vraiment à la menace de la dictature. Alors le Mali est-il isolé? Dernière question. L'Algérie aujourd'hui, nous avons des tensions. On a même vu qu'il y a eu une démonstration de force des forces armées algériennes à la frontière malienne. L'Occident aujourd'hui également, le Mali s'en passe avec courage, on peut le dire comme ça. Quelle est votre lecture? Bon, ma lecture, il faut d'abord privilégier le dialogue. Il ne faut pas de l'escalade. Vous savez, l'Algérie, c'est le grand voisin du nord du Mali et que nous partageons aussi des questions historiques, mais aussi des questions culturelles, et voire aussi démographiques. Vous avez des Maliens qui sont algériens. Donc moi, je pense que la grande partie de l'approvisionnement aussi du septentrion, y compris les régions de Kidal, viennent majoritairement, pour ne pas dire totalement, de l'Algérie. Donc pour nous, les meilleures des relations, on doit avoir avec tous nos voisins, y compris l'Algérie. C'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on peut ne pas être d'accord avec l'Algérie, mais il faut les discuter par des voies diplomatiques. Il ne faut pas se servir des réseaux sociaux comme nous voyons aujourd'hui. C'est regrettable, des gens qui aujourd'hui, c'est qui deviennent vraiment bon, je ne vais pas jusqu'à dire ça, je me méfie des expressions. Je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre les balles à terre. Il faut reprendre une diplomatie de bon voisinage. Je pense que c'est dans notre intérêt. Et deuxièmement, quand vous parlez de l'Occident, vous savez, les États n'ont pas d'amis, ont des intérêts. Il ne faut pas se tromper. Et nous pensons que personne, nous on peut dire, c'est que la nouvelle doctrine aujourd'hui qui nous est imposée, c'est les choix, les trois choix, comme il se plaît à dire. Dans l'expression, il n'y a rien de méchant. Mais est-ce que ces choix qui est énoncé, qui est dit, est-ce que les autres là ne sont pas obligés de se retrouver dans ce choix? Donc il faut trouver un compromis. Parce que si vous dites que je suis le maître chez moi, je décide ce que je veux chez moi et laissez les autres. Et aussi décident ce qu'ils veulent. Alors que vous êtes obligé de coopérer avec ces autres-là. Donc souvent, il faut être flexible. Faut pas être, nous devons avoir le sens de la flexibilité. Et moi, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut avoir une approche diplomatique, pédagogique, et rationnelle et réaliste. Merci beaucoup, M. Issa Kaoudim. Il est le président de l'appel citoyen pour la réussite de la transition. Faso Kawele, c'est un parti politique. Bien sûr. La question se pose toujours. Je pense qu'à ce niveau, peut-être qu'il faut encore communiquer. L'appel citoyen pour la réussite de la transition est un parti politique. C'est un parti politique. Vous savez, les gens disent que, bon, on a dédié à la transition, mais écoutez, changer le nom du parti, ça peut suivre à tout moment. Une seule assemblée, on peut, si on n'est plus dans la transition, on peut dire tout simplement parti Faso Kawele. Ce n'est pas un problème. L'ADEMA Association était là, SINID Association était là. Ne les a pas empêchés de créer ADEMA, parti, voilà, PAJ. Donc il faut que les gens sachent garder raison. Voilà, merci beaucoup. Donc c'était avec Issa Kaoudim cet entretien. On le remercie, en tout cas, d'avoir accepté d'être là avec nous. C'est moi vraiment. Je profite de votre micro pour saluer tous les Maliens, mais surtout nos compatriotes qui sont au nord du pays, au centre, de prier vraiment pour le retour de la paix et que les calvaires puissent cesser pour le Mali et qu'il puisse vraiment reprendre le cours de son histoire qui est vraiment un développement harmonieux. Et sans la paix, il n'y a pas de développement. Prions pour la paix. Merci, puisse Dieu exaucer vos vœux et à très bientôt sur Alafia TV.